Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. On approche pas à pas de la fin de la première phase de l'Euroleague Women et on connaît déjà la plupart des équipes qualifiées pour la seconde phase. Si la plupart des favoris ont répondu présent, on a eu quelques surprises lors des 5 premières semaines de la compétition, preuve une fois de plus que certains groupes étaient très ouverts. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à me dire dans les commentaires quelle est l'équipe qui vous surprend le plus sur ce début de saison. Avant de parler des matchs de cette cinquième semaine de compétition, on va faire un petit retour sur l'actualité de ces derniers jours dans les news. Et on commence tout d'abord par Dominique Malonga. On en avait parlé un petit peu dans la dernière vidéo, où on avait appris qu'elle avait rompu son contrat de manière unilatérale avec le Fener. Eh bien la news est tombée, c'était dans les rumeurs depuis quelques semaines, elle a bien signé du côté de Unrivaled, la Ligue 3-3 créée par Nafisa Collier et Brianna Stewart. Une décision qui peut paraître surprenante d'un point de vue sportif, mais qui prend tout son sens sur le côté marketing, en particulier quand on connaît la hype qu'a Dominique Malonga aux États-Unis. Restons d'ailleurs du côté d'Unrivaled puisque les équipes ont été dévoilées et on a du très beau monde. La plupart des meilleures joueuses de la WNBA font partie de l'aventure Unrivaled cette année et Dominique Malonga, puisqu'on parlait d'elle, se retrouvera donc avec notamment Paige Bakers et Cameron Brink dans une équipe très jeune coachée par l'ex-coach de Dominique à Seattle, Noel Quinn. On reste du côté des États-Unis pour la seconde actualité de la semaine, puisque c'est le début de la saison de college basketball. La NCAA Women reprend ses droits, et ça a d'ailleurs commencé le week-end dernier avec les premiers matchs, dont la double affiche à l'Adidas Arena de Paris entre Duke et Baylor, et juste après le match entre Vanderbilt et California Berkeley. J'étais sur place pour ces matchs et on a eu la chance d'avoir deux oppositions très sympas à regarder dans des styles complètement différents. Si vous suivez Who Got Next sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que j'ai eu l'opportunité d'interviewer Cara Lawson, la coach de Duke et récemment coach de Team USA. Et pour celles et ceux qui attendent cette vidéo avec impatience, elle sortira la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Avant de passer au débrief des matchs de l'Euroleague, on revient rapidement sur quelques actualités qui se sont passées lors de ces derniers jours, à commencer par les fins de contrat du côté du Fener de Monique Billings et de Rebecca Allen. Celle-ci avait signé pour des contrats courte durée et arrivant à la trêve internationale, eh bien, d'autres joueuses vont prendre le relais. Normalement, ça aurait dû être Dominique Malonga et Gabi Williams, mais au final, comme vous le savez, seule Gabi arrivera du côté de la Turquie prochainement. La dernière info qui est tombée récemment, c'est l'acquisition des droits de diffusion des compétitions internationales féminines et masculines de la part de beIN Sport pour les prochaines années. Juste avant l'été, on avait appris que le groupe TF1 avait acheté les droits de diffusion des équipes de France de basket pour les prochaines compétitions internationales, mais cette fois-ci, beIN Sport a décidé de taper un peu plus fort en achetant les droits de diffusion de l'intégralité des compétitions. Donc tous les matchs que vous voudrez voir des Eurobasket et des mondiaux des prochaines saisons seront diffusés sur beIN. En parlant de basket de sélection, n'oubliez pas qu'on est en plein dans la trêve internationale en ce moment même et que beaucoup de matchs vont se jouer. La plupart des grosses équipes vont jouer des matchs amicaux. Ce sera d'ailleurs le cas de la France qui se déplace en Espagne pour quelques matchs amicaux. Allez, entrons dans le vif du sujet avec le match de la semaine et j'ai encore eu beaucoup de mal à me décider entre le choc entre le Fenerbahçe et Valencia et la revanche entre Girona et Prague. Au final, au vu de la physionomie du match, j'ai choisi le match entre Girona et Prague qui nous a révélé bien des surprises et qui a été extrêmement indécis. On a eu le droit à un match de très haut niveau, extrêmement équilibré, et il y a d'ailleurs quelques chiffres qui permettent de le souligner. Les deux équipes ont mené au score exactement pendant 16 minutes 34. Cette indécision et cet équilibre se traduisent également par 19 changements de leader au score, mais également des plus gros écarts qui n'ont pas dépassé les 7 points du côté de Girona et les 6 points du côté de Prague. Dans des styles complètement différents, les deux équipes ont répondu présent. Elles ont d'ailleurs très bien shooté, terminant toutes les deux au-dessus des 40% à 3 points, avec un volume assez conséquent puisque Girona en a tiré 27 et Prague une vingtaine. Malgré tout, comme je vous le disais, on a eu des styles de jeu complètement différents. Girona a, comme à son habitude, mis énormément de rythme et sa pression tout-terrain a posé beaucoup de problèmes à Prague. Sur la rencontre, l'équipe tchèque a perdu 17 ballons et a encaissé 24 points sur ses pertes de balles, mais n'a également pas su assurer le repli défensif puisqu'elles ont aussi encaissé 16 points en contre-attaque. Girona a donc su imposer son rythme tout au long de la rencontre
en particulier en première mi-temps où les pertes de balles se sont accumulées du côté de Prague. Et si sur jeu placé, l'équipe espagnole a eu un petit peu plus de difficultés que son adversaire, elles ont su trouver des solutions, notamment grâce à de l'adresse extérieure. Physiquement, Prague a souffert sur la rencontre face au rythme de Girona, mais c'est surtout sur le secteur intérieur que l'équipe semblait très limitée. En effet, comme je le disais dans la dernière vidéo, MSCOF fait un très bon début de saison, rendant de fiers services à l'équipe. Elle termine d'ailleurs meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse de son équipe sur ce match, mais malgré tout, ça reste un petit peu léger. Si physiquement au sol, elle arrive à répondre à la plupart des intérieurs, dès qu'il faut aller en verticalité, ça devient beaucoup plus compliqué et on regrette malheureusement l'absence de Keke Timson sur cette rencontre qui aurait fait énormément de bien, apportant une dimension physique complètement différente à cette équipe et qui aurait pu répondre notamment à Laetitia Amir. De son côté, même si c'est une intérieure que j'adore, Emma Tchekova a beaucoup de mal sur ce début de saison, en particulier physiquement. C'est une intérieure qui est encore assez jeune mais qui est très frêle, qui a tendance à exploser au contact et qui manque encore de lucidité dans certaines lectures défensives. Face au secteur intérieur très solide de Girona, notamment avec Mariam Koulibaly qui fait un excellent début de saison, et avec les attaques incessantes des arrières, Clara Holm et Juste Yosité, eh bien ça manquait de protection de cercle pour cette équipe tchèque. Si j'avais été plutôt emballé par les premiers matchs de Prague cette saison, avec beaucoup de mouvements en attaque, des écrans sans ballon, des systèmes pour mettre les joueuses en confiance, malheureusement, depuis quelques matchs, j'ai du mal à retrouver ça et j'espère que Martin Basta va très vite remettre le nez dans ces systèmes pour trouver des solutions et permettre à son équipe de remporter des rencontres. Du côté de Girona, dans le jeu, je ne les ai pas trouvées particulièrement excellentes cette semaine. Elles ont fait le match qu'il fallait en mettant l'intensité défensive nécessaire pour faire déjouer Prague sur certaines séquences et rester dans le match avant que Juste Yosité ne prenne le match à son compte dans le dernier quart-temps. On va d'ailleurs revenir sur quelques actions qui ont permis à Girona de remporter cette rencontre dans un match extrêmement serré qu'elles finissent par gagner 83 à 78. Commençons tout d'abord par une action qui illustre le manque de protection de cercle de la part de Prague. On va le voir ici avec une action qui commence par un système en horn. Qu'est-ce que c'est? La porteuse de balle se retrouve sur l'axe panier-panier assez large, tandis que les deux intérieurs vont venir poser des écrans de chaque côté en tête de raquette. Ce système de jeu permet à l'attaque d'avoir différentes options offensives en pouvant prendre l'écran de chaque côté, que ce soit à gauche ou à droite, et donc à la défense de parfois devoir faire des paris ou d'être en retard sur des rotations défensives. C'est ce qui va se passer juste ici. On va avoir Clara Holm qui va prendre l'écran de Mariam Koulibaly côté droit, après avoir feinté de le prendre côté gauche. Ici, on le voit, Janelle Salin n'est pas encore dans l'aide, alors que Mariam Koulibaly va rouler vers le cercle. Et Messeoff est sur un entre-deux, on ne sait pas trop si elle vient changer, faire un edge, mais ça va permettre à Mariam Koulibaly de plonger dans le dos. La passe est très bonne, Janelle est complètement en retard, elle a mis trop de temps à venir, elle s'est fait feinter dans la prise de pique du côté gauche, et ça va permettre à Girona de scorer sur cette possession. On revoit l'action en entier, avec la feinte de pique côté gauche, elle va finalement le prendre côté droit. Mariam Koulibaly va ghoster l'écran pour aller finir au cercle. Et très vite, on va voir que Girona va se servir de ce jeu d'écran pour libérer ses shooteuses. C'est ce qui va se passer ici sur une remise en jeu ligne de fond. On va le voir, on démarre ce système sur un carré assez habituel sur des touches ligne de fond. Et regardez donc le comportement de Juste et Yosité. On va feinter l'écran dans le dos pour qu'elle plonge vers la raquette. Au final, elle va s'écarter, prendre un double écran qui va venir dans l'aile. Elle va recevoir le ballon qui va lui permettre de tirer et ça fait filoche. On va revoir l'action en entier avec la feinte d'écran dans le dos de Quevedo, le stagger horizontal pour Yosité et les 3 points qui filochent. Ici, on retrouve encore une fois une situation d'écran dans l'axe. Clara Holm a le ballon, Mariam Koulibaly a posé son écran. On voit Messeoff qui fait un step-out assez agressif. Pauline Astier n'a pas réellement fait de choix. Elle ne s'est pas battue pour reprendre sa joueuse rapidement, mais n'a pas non plus changé de joueuse pour prendre la joueuse qui coupe, ici Mariam Koulibaly, ce qui va forcer la défense à venir dans l'aide. C'est ce qui se passe juste ici. On a le mismatch dans la raquette et ça laisse le corner à l'opposé complètement ouvert. Ici, Clara Holm va très bien le lire avec une excellente passe. Et malheureusement pour Prague, les rotations défensives ne sont pas à l'heure. Ici, on est dans une situation de l'aide, c'est-à-dire que Petra Malikova, qui s'était retrouvée à défendre sur la coupe de Mariam Koulibaly et sur le mismatch, va vite ressortir sur Juste Yosité. Et c'était à Janelle Salin de venir couvrir le corner, elle qui avait moins de distance à parcourir. Malheureusement, la défense est un petit peu en retard, les rotations ne sont pas à l'heure, et ça permet à Laura Quevedo de prendre son tir tranquillement.
On revoit la situation avec le pick and roll qui force l'aide, la très bonne lecture dans le corner et les rotations en retard pour le tir. Et je vous le disais tout à l'heure, Prague a perdu énormément de ballons, en particulier en première mi-temps, ce qui a permis à Girona de courir et d'aller marquer des paniers faciles en contre-attaque. C'est ce qui va se passer ici avec une situation en deux parties qu'on va regarder. Tout d'abord la perte de balle de Pauline Astier sur une passe un petit peu dans le dos d'Emeseoff. Clara Holm va alors récupérer le ballon pour aller marquer un lay-up facile. Et tout de suite après le panier, regardez la pression défensive que Girona va imposer. Le ballon va arriver jusqu'à Malikova qui va venir s'enfermer dans un coin du terrain. Ici, elle est complètement bloquée. Son seul choix est de repartir de l'autre côté. Elle va faire le choix de faire un dribble dans le dos. Clara Holm a très bien anticipé. Elle va venir intercepter le ballon. Et là, elle va venir ralentir le jeu, trouver la shooteuse ouverte. Valériane Ayayi est déjà tournée vers la porteuse de balle, ce qui va permettre de trouver la shooteuse pour un 3 points qui filoche. On revoit ici la pression défensive, avec la remise en jeu compliquée à faire, la joueuse qui vient s'enfermer dans le corner. On récupère le ballon, on temporise pour trouver la shooteuse et le tir en transition. Face au rythme imposé par Girona, Prague a essayé quelques séquences de zone, c'est ce qu'on va voir sur cette action, mais les lectures de jeu de l'équipe espagnole sont très bonnes et vont quand même leur permettre de marquer des points. Ici, Juste Yosité va recevoir le ballon en tête de raquette, elle va transférer très vite le ballon dans l'aile. Et regardez ici le comportement de Laetitia Amir qui était en poseuse d'écran en tête de raquette pour Yosité et qui va filer dans le corner pendant que le ballon retransfère une nouvelle fois. Ça a permis de déstabiliser la défense, de la faire bouger. Ici, Pauline Astier ne la regarde plus du tout, ce qui va lui permettre de couper dans le dos. La passe de Yosité est très bonne et Machekova arrive plutôt bien. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un premier contre, mais Amir va récupérer son ballon et scorer tranquillement. On revoit la séquence en entier avec ici Amir en poseuse d'écran pour Yosité, le ballon qui transfère, le très bon déplacement sur la ligne de fond, puis l'espace est laissé libre, la très bonne passe et la finition en deux temps. Encore une fois, ici on va voir la très bonne pression défensive de la part de l'équipe espagnole sur une remise en jeu après panier marqué. Janelle Salin va venir chercher le ballon, mais très vite elle va se faire trapper puisqu'elle n'est pas dans une situation optimale. Elle va essayer de remettre le ballon dans l'axe pour casser la prise à deux, mais Clara Holm a très bien lu, elle va intercepter le ballon, et la Girona, encore une fois, va prendre son temps de trouver le meilleur tir. C'est ce qui va se passer juste ici. On ressort le ballon tranquillement, ça transfère. Laetitia Amir se retrouve seule et va prendre son tir à 3 points. Encore une fois, ici, on va avoir le droit à une très bonne anticipation de la part de la meneuse suédoise. On va avoir une situation de remise en jeu côté pour Prague, avec la remontée de Bridget Carlton sur l'écran de Valériane Ayayi. Elle va recevoir le ballon assez tranquillement. Ici, on va venir feinter la coupe de Pauline Astier avec un écran d'Ayayi, mais elle va flairer au niveau de l'écran. Mais la passe de Bridget Carlton est très mauvaise. Ça a été un des vrais défauts de Prague sur ce match, c'est de donner des responsabilités de création avec ballon à Bridget Carlton, elle qui n'a malheureusement pas les qualités nécessaires pour le faire à ce niveau-là. La défense de Clara Holm est très bonne, c'était un pari, mais le pari a payé et elle va pouvoir aller finir tranquillement au cercle malgré le bon repli de Bridget Carlton. Comme je vous le disais, si j'avais été plutôt emballé par les situations off-ball de certains mouvements offensifs de Prague, eh bien malheureusement on n'y a pas trop eu le droit sur cette rencontre, même si on a eu de très bonnes lectures de la part de Pauline Astier sur pick and roll. C'est ce qui va se passer juste ici, après une remontée sur une remise en jeu. Elle va prendre l'écran d'Emeseoff. Clara Holm va avoir un petit peu de retard, ce qui va obliger Mariam Koulibaly à venir aider sur la porteuse de balle, Pauline Astier ici, libérant totalement l'espace pour la coupe d'Emeseoff. L'aide n'est pas à l'heure, elle aurait dû venir beaucoup plus vite, mais connaissant la qualité de passe de Pauline sur ses renversements, elle aurait aussi pu trouver Valériana Yahi. Ici, la très bonne passe à terre pour Off, qui va finir. On revoit l'action en entier avec la prise d'écran, l'aide qui est obligée de venir, la très bonne passe pour le panier facile. Sur cette séquence, je voulais mettre en avant l'excellent apport de Laetitia Amir sur cette rencontre pour Girona, tout d'abord défensivement, puisqu'elle finit avec pas mal de contres, dont deux sur cette action. Le ballon va ressortir très vite pour Laura Quevedo, qui va forcer un petit peu son tir, mais regardez qui est là au rebond offensif. Eh bien, c'est Laetitia Amir qui a traversé tout le terrain pour finir. Elle a vraiment eu une activité débordante sur ce match, et elle termine d'ailleurs à 18 points, 10 rebonds et 4 contres sur le match, ajouté à ça 2 interceptions et 2 passes d'ess pour 27 d'évaluation. Elle a vraiment fait un match ultra complet, et Girona peut franchement la remercier pour la victoire. Offensivement, en deuxième mi-temps, Prague a surtout trouvé des solutions grâce à Pauline Astier.
Comme on l'a vu tout à l'heure avec MSEOF, ici on va avoir une situation un petit peu similaire avec Emma Tchekova, le pic plein axe qu'elle va prendre côté droit. Ici ça va obliger le switch. On va voir qu'Emma Tchekova va très bien prendre la position dans la raquette, comme on va le voir juste ici. Elle garde sa défenseuse dans son dos, ça libère la ligne de passe pour Pauline Astier qui va pouvoir la servir et la finition au cercle. On revoit cette action avec le pick and roll, le switch obligatoire, la très bonne prise de position de Tchekova pour la finition. Pour finir le troisième quart-temps et reprendre la tête de la rencontre, Pauline Astier va trouver une très bonne passe malgré la prise à deux sur Emma Tchekova, complètement seule dans la raquette, mais la rotation défensive va être à l'heure. Au moment où le ballon arrive, la défense est déjà là, ce qui libère complètement Janelle Salin dans le corner. La très bonne lecture de Tchekova pour le tir à 3 points. Encore une fois, ici, une action avec Pauline à la baguette. Elle va ici prendre l'écran, côté droit, dans l'axe, encore une fois. Ça va forcer une nouvelle fois le switch. Ça va obliger ici Mariam Koulibaly, qui défendait sur Bridget Carlton, à venir dans l'aide pour défendre sur la coupe de la poseuse d'écran. La lecture de Pauline est très bonne. Elle voit parfaitement ce que la défense a fait et va venir trouver Bridget Carlton à 3 points pour un tir grand ouvert. On revoit cette séquence avec la prise d'écran, le tag de Koulibaly, la très bonne ressortie pour le tir à 3 points. Et on va terminer sur cette action. Ici, pas d'analyse tactique, juste du pur plaisir, avec Janelle qui reçoit le ballon après un drive de Pauline. Et je vous laisse apprécier la beauté de ce move de la part de Janelle. Sur les dernières minutes de la rencontre, on a eu le droit à un mano à mano. Les deux équipes se sont répondues coup sur coup. Juste Yosité a vraiment pris le match à son compte, avec notamment un tir à 3 points plus la faute qui a permis à Girona de se mettre à l'abri et de remporter une nouvelle victoire face à Prague, et donc d'être pour le moment invaincu dans ce groupe A avec un bilan de 5 victoires pour 0 défaite. De son côté, Prague pointe à la troisième place de ce groupe A avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, elles qui ont perdu sur la phase retour contre Bourges et contre Girona. Avec un dernier match face à Gdynia, elles devraient terminer à l'équilibre, mais non pas le tie-breaker sur Bourges à cause de leur très lourde défaite lors du match retour. On va passer très rapidement sur les autres rencontres de la semaine, à commencer donc par celle du groupe A qui opposait Bourges à Gdynia. On a eu le droit à une victoire assez large de la part de Bourges, sur le score de 83 à 62, grâce notamment à un très bon duo Alix Duchesne-Ariata Diaby. Les Berruyères ont dominé sur l'intégralité de la rencontre, menant pendant plus de 35 minutes, et ça se traduit d'ailleurs dans les stats avec une domination sur tous les secteurs de jeu. 45 rebonds à 19, dont 16 rebonds offensifs pour Bourges, 26 passes décisives sur les 32 paniers marqués de la part des Berruyères, donc une performance collective de très haut niveau, mais un seul petit bémol sur la rencontre, ce sont les 21 pertes de balles. Face à une équipe comme Gdynia, c'est beaucoup trop. Pour l'équipe polonaise, on s'en doutait dès le début de la phase de groupe, elles n'ont pas le niveau pour cette compétition et vont donc se retrouver reversées en Eurocup, elles qui affichent à un match de la fin de la première phase un bilan de 0 victoire pour 5 défaites. Dans le groupe B, on a eu le droit à 2 rencontres très intéressantes. On va commencer par celle entre Sopron et Schio, dans un match qui s'est joué dans le dernier quart-temps. Car oui, si le score peut paraître un petit peu lourd à la fin des 40 minutes, une victoire 84 à 69 pour Schio, eh bien il faut tout de même noter que Sopron était à +2 à la fin du troisième quart-temps. Malheureusement pour Nika Mule et ses coéquipières, Schio a passé la troisième et a enchaîné avec un run de 18-0 sur le quatrième quart pour leur permettre de prendre de l'air et d'assurer la victoire. Côté Sopron, on notera la belle performance de Nika Mule qui commence petit à petit à retrouver des sensations. On l'a vu intercepter des ballons dans tous les sens, faire des coast-to-coast. C'est la Nika qu'on connaît et ça fait vraiment plaisir de l'avoir retrouvée un petit peu de jus physiquement et de retrouver son niveau. A noter également pour Sopron les 20,7 rebonds de Yelena Brooks, qui est rentrée dans l'histoire de l'Euroleague en intégrant le top 10 des meilleures scoreuses de l'histoire de la compétition. Côté Schio, si les extérieurs ont été en grand struggle du côté de l'adresse, eh bien les intérieurs ont pris le relais, notamment Jessica Shepard qui termine en double-double avec 22 points et 10 rebonds pour la meilleure évaluation de la rencontre, mais également deux revenantes, Olby Sandré et Jasmine Keys qui avaient eu très peu de minutes jusque-là en Euroleague, mais qui ont répondu présent quand elles ont été appelées sur ce match, et elles terminent respectivement avec 14 et 12 points, et ont permis à Schio de compenser un petit peu le déficit d'adresse du secteur extérieur. Lors du dernier match de cette phase de groupe, Schio affrontera les Flammes Carolo,
qui ont perdu une nouvelle fois de très peu face à Galatasaray. Comme à son habitude, Galat a commencé très fort cette rencontre, mais a eu un vrai trou d'air sur le deuxième quart-temps et même sur le troisième, qui a permis aux Flammes Carolo de repasser devant et de compter jusqu'à 6 points d'avance. Malheureusement, les Flammes n'ont pas réussi à capitaliser sur une excellente adresse extérieure, elle qui termina 11 sur 17 à 3 points, plus de 60% de réussite. C'est très très fort à ce niveau-là de la compétition. Et Galatasaray a pu s'appuyer une fois de plus sur son trio, Teja Oblak, Camille Asmol et Torka Yuaz, pour repartir avec la victoire. Une victoire 77 à 73 dans les derniers instants qui permet à Galatasaray d'afficher un bilan de 5 victoires, 0 défaites et de s'adjuger la première place du groupe quoi qu'il arrive lors de la dernière journée. Pour les Flammes, il y a encore une possibilité d'aller chercher la deuxième place de ce groupe B en cas de victoire lors de la dernière journée contre Schio. Il leur faudrait une victoire de 3 points pour passer devant l'équipe italienne au classement et terminer donc avec un bilan à l'équilibre de 3 victoires pour 3 défaites. On passe au groupe C avec le choc de la semaine entre le Fener et Valencia. Et si on avait eu un match très serré au match aller qui avait terminé en prolongation, eh bien au match retour, il n'y a jamais vraiment eu de match. Le Fener a mené pendant 38 minutes, prenant jusqu'à 24 points d'avance pendant la rencontre, et Valencia n'a jamais vraiment réussi à trouver des solutions pour contrecarrer les plans de l'équipe turque. Une fois de plus côté espagnol, je trouve que la meilleure joueuse était Elena Buenavida. Elle a permis d'aller chercher un petit peu d'alternance dans le jeu, d'amener du drive, c'est une de ses qualités premières, mais malheureusement, elle a été un petit peu trop seule, et on s'est très vite retrouvé avec une équipe qui s'est entêtée à tirer à 3 points, malgré une très faible réussite. Elle termine ainsi la rencontre à 2 sur 18 de loin. Du côté du Fener, Miguel Mendes s'est appuyé sur ses cadres, il n'a d'ailleurs fait jouer que 7 joueuses. On ne va pas compter Alper Leonard qui n'a joué que 8 minutes et qui n'est franchement jamais rentré dans sa rencontre, mais elles ont pu compter sur les cadres. Julia Allemand en tête qui termine très proche du triple-double avec 14 points, 10 rebonds et 8 passes décisives pour 33 d'évaluation. À l'intérieur, le duo Emma Messmann-Iliana Rupert a encore une fois répondu présent, même si j'aimerais personnellement les voir un petit peu plus impliqués à la création. Depuis le début de saison, en Euroleague, Emma Messmann n'a jamais dépassé les 2 passes décisives sur une rencontre. Venant d'une joueuse aussi intéressante à la création, je trouve ça bien trop peu et j'aimerais la voir un petit peu plus avec des responsabilités offensives dans cette équipe du Fener. Grâce à un excellent premier quart-temps, le Fener a pu dérouler et contrôler cette rencontre et termine donc première de ce groupe C avec un bilan de 5 victoires pour 0 défaite, tandis que Valencia affiche un bilan de 3 victoires pour 2 défaites contre le Fener qui ont montré qu'elles sont encore assez loin du meilleur niveau européen. Dans la deuxième rencontre de ce groupe C, si on avait eu une surprise au match aller avec une victoire de l'Olympiakos, cette fois-ci il n'y a pas vraiment eu de match, avec une victoire très large de la part de DVTK sur le score de 87 à 63. Pour son troisième match avec l'équipe, Catherine Westbeld a fait le show toute la rencontre, terminant à 26 points, 9 rebonds et a vraiment permis à DVTK de prendre le large dans cette rencontre et peut-être de s'assurer une qualification en seconde phase. Car oui, grâce à cette victoire, DVTK a repris le tiebreaker sur l'Olympiakos et en cas de défaite des deux équipes, ce qui pourrait fortement arriver lors de la prochaine journée, eh bien c'est DVTK qui prendrait la troisième place de ce groupe et se qualifierait donc pour la deuxième phase. L'Olympiakos serait alors reversé en Eurocup. Dans les 2 derniers matchs de la semaine, pour le groupe D, Basketland s'est imposé face à Mersin sur le score de 66 à 65, malgré une adresse catastrophique derrière la ligne à 3 points. Les Landaises terminent à 4 sur 21 au tir, 19% de réussite, mais ont tout de même réussi à s'imposer, notamment grâce à un très bon match de Sixtine Mackay, qui fait un excellent début de saison dans son rôle. Elle qui a un temps de jeu souvent limité à l'intérieur, elle arrive toujours à impacter les rencontres, mais également à Becky Massey, qui a répondu une nouvelle fois présente pour la rotation landaise. De son côté, Leila Lacan est toujours en délicatesse avec son tir, elle qui doit souvent créer pour elle-même. Elle n'est pas mise dans les meilleures conditions, je trouve. Quand on voit son utilisation à Connecticut en WNBA et celle qu'elle a avec Basketland, c'est vraiment le jour et la nuit. J'aimerais qu'on la trouve plus en tant que deuxième créatrice, en tant que support un petit peu de la première porteuse de balle. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est souvent elle qui est obligée de créer les décalages. Et on le sait, c'est pas sa qualité première. Moi, ça fait quelques temps que j'en parle. Mais bon, Julie Barren s'obstine. Et malheureusement, Leila Lacan n'est pas utilisée à son plein potentiel. Du
côté de Mersin, ça a encore une fois été très compliqué, en particulier avec l'absence de Luisa Gesell-Söder qui s'est blessée la semaine dernière en Euroleague. Et malheureusement, le club turc a encore une fois perdu une joueuse avec la sortie sur blessure de Tiffany Hayes pendant la rencontre. Le trio Laura Djouskaite, Kennedy Burke et Julie Van Loo aura tout essayé pour essayer de maintenir leur équipe dans le match, mais malheureusement elles ont été trop courtes sur la fin. Julie Van Loo a fait le spectacle, terminant notamment à 7 sur 11 à 3 points, avec des tirs venus d'ailleurs, comme on en a l'habitude un petit peu avec elle. Mais malheureusement pour Mersin, la meneuse belge était bien trop seule pour alimenter la marque, et ça se conclut une nouvelle fois par une défaite. Avec cette défaite, le club turc affiche un bilan de 1 victoire pour 4 défaites, et pointe donc à la dernière place du groupe, mais n'est pour l'instant pas éliminé de la compétition. La dernière journée sera décisive, elles vont jouer contre Saragossa, et devront s'imposer de 8 points pour se qualifier en deuxième phase. En cas de défaite ou d'une victoire de moins de 8 points, ce sera Saragossa qui accédera à la deuxième partie de la saison. Basketland, quant à elle, caracole en tête de ce groupe D avec un bilan de 4 victoires pour une défaite et vont jouer la première place du groupe lors du dernier match de cette phase aller face à Venezia. Venezia d'ailleurs qui s'est imposé cette semaine sur le score de 68 à 61 face à Saragossa dans un match qu'elles ont dominé du début à la fin. Comme je n'arrête pas de vous le dire, avec Saragossa, c'est les montagnes russes, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Cette fois-ci, on est tombé très très bas, notamment au niveau de l'adresse extérieure, puisque l'équipe espagnole termine à 3 sur 22 à 3 points. Difficile donc de gagner un match quand on tire aussi mal. Du côté de Venezia, c'est le trio Kayla Charles, Ivana Dojkic et Joyner Holmes qui a vraiment alimenté la marque et qui a permis à l'équipe italienne de remporter cette victoire. Elles qui vont donc jouer la première place du groupe face à Basketland lors du dernier match de cette phase aller. Elles devront s'imposer de 7 points pour prendre la première place. En cas de défaite ou d'une victoire de moins de 7 points, elles termineront donc à la deuxième place du groupe. Pour Saragossa, comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra absolument être concentré pour le dernier match de cette phase aller, car en cas de défaite de plus de 8 points, c'est Mersin qui prendra leur place dans la deuxième phase. Saragossa se retrouvera donc reversée en Eurocup, elle qui avait pourtant à cœur de participer au Final Six cette saison, elles qui l'ont déjà raté la saison dernière, alors qu'ils se jouent une nouvelle fois à la maison. La joueuse de la semaine, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour moi, il n'y a vraiment pas eu de discussion cette semaine. C'est une joueuse du Fener et c'est évidemment Julie Allemand qui a fait une performance exceptionnelle face à Valencia. Elle a contrôlé le tempo du match de A à Z. Elle était partout. Elle termine avec 14 points, 10 rebonds, 8 assists pour 33 d'évaluation et a permis au Fener de remporter une victoire très facile face à l'équipe espagnole qui est de très loin la deuxième meilleure équipe de ce groupe C. Le début de saison de Julie Allemand est tout bonnement excellent. Elle arrive vraiment à gérer son équipe, à faire jouer tout le monde et à être beaucoup plus agressif que la saison dernière. On sent que le changement de coach lui fait beaucoup de bien et que son passage en WNBA du côté de Los Angeles lui a permis d'avoir le déclic sur certaines choses, notamment son agressivité vers le cercle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tout le monde de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je vous le disais en début de vidéo, on va avoir une trêve de l'Euroleague pendant 2 semaines. Place aux matchs internationaux, avec notamment de très bons matchs amicaux à venir. Je ne sais pas encore si je ferai de vidéos sur ces rencontres, ça va dépendre du contenu des matchs. En attendant, n'oubliez pas d'activer la cloche, car cette semaine sortira l'interview de Cara Lawson que j'ai faite lors de son passage à Paris pour le premier match de Duke à l'Adidas Arena. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très vite. Peace out.